Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Plus que quelques jours avant le mois de décembre et le fameux décompte jusqu'aux fêtes de Noël. Pour vous aider à patienter un peu, Céline et moi vous offrons une discussion magique sur ce phénomène mystique des aurores boréales au pays du Père Noël. Pour Céline, l'amour de la Scandinavie est finalement un peu un concours de circonstances. En effet, la première fois qu'elle y met les pieds, c'est pour accompagner son conjoint qui a une compétition de ski. Et c'est durant ce séjour qu'ils apercevront leur première aurore boréale. La magie de ce moment suspendu est un véritable déclic. Après plusieurs voyages qui confirment ce coup de foudre pour le Grand Nord et ses aurores polaires, il est évident pour eux qu'ils ne peuvent plus continuer la vie qu'ils sont en train de mener. L'idée commence à germer dans leur tête. Et s'ils montaient leur propre entreprise pour partager leur passion ? Céline nous raconte leur activité, loin du tourisme de masse, sous forme de séjours qui mêlent activité hivernale le jour et chasse aux aurores boréales la nuit. Elle revient aussi sur le mode de vie qu'ils ont adopté entre la France, la Laponie, ainsi que leurs différents voyages aux quatre coins du monde grâce à son blog Voyage. Je vous souhaite une belle écoute, douce et inspirante, en compagnie de Céline. Salut Céline! Hello! Bienvenue dans le podcast. Eh ben merci. Ça me fait super plaisir de t'inviter aujourd'hui parce que ça fait presque un an qu'on essaie de se caler un moment pour enregistrer. Ouais, pas facile. Mais on va y arriver. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Voilà, donc si vous nous écoutez, c'est que ça y est, on a réussi enfin à caler un moment. Je vais commencer par te demander de te présenter pour les auditeurs. Donc nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens en France et puis ce que tu fais dans la vie en 2-3 mots. Donc je suis Céline, je vis une partie de l'année en Laponie depuis 2016 maintenant. À la base, je suis originaire de la région parisienne, mais j'ai vécu pratiquement 10 ans sur la région grenobloise. Donc en fait, j'avais fait le choix, après mes études, de partir en province parce que j'avais envie de voir autre chose que la région parisienne, de me rapprocher des montagnes. Donc 10 ans à Grenoble, j'ai rencontré mon compagnon là-bas, qui lui aussi est originaire de la région parisienne. Puis on s'est rencontrés au boulot, et puis les choses dans la vie ont fait que on s'est retrouvés en Laponie. C'est ça, et puis c'est ce dont on va parler vraiment aujourd'hui. Est-ce que déjà tu peux nous dire quel type de voyageuse tu es ? Alors, je suis pas une grande voyageuse, ou plutôt, on va dire que je me suis rattrapée, parce que j'ai pas du tout voyagé après mes études. Enfin, comme beaucoup à la vingtaine font, je sais pas moi, des grands voyages, tour du monde. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Le voyage a toujours été quelque chose qui me donnait envie, mais je n'y allais pas. Je sais pas pourquoi, mais voilà, la peur, il y avait pas mal de choses qui faisaient que je voyageais pas. Et quand j'ai rencontré Jérôme, lui aussi aimait bien voyager, et ça nous a permis de nous lancer et de se dire allez, on va voyager un petit peu. Donc j'avais déjà fait quelques voyages par moi-même, j'étais même partie seule sur des petits week-ends. Donc voilà, je commençais un petit peu à avoir la bougeotte. Notre premier voyage ensemble, ça a été l'île Maurice, puisque ma maman est originaire de l'île Maurice, donc on a de la famille là-bas. Donc voyage plutôt facile. Et ensuite, il y a eu la Laponie assez rapidement. C'est parti un petit peu sur un coup de tête. On avait envie de voir les aurores boréales en fait, donc on s'est dit allez go, on essaie de partir. Et je dirais que les voyages ont un peu découlé de ça, parce que j'ai organisé le voyage par moi-même, tout organisé, et par la suite voilà, on a eu envie de plus de voyages et on a essayé d'organiser pas mal de choses. Et à côté de ça, je tiens également un blog voyage qui était à la base un blog de cuisine du monde, vu que je voyageais pas, je voyageais dans l'assiette.
Et du coup, il s'est transformé en blog voyage parce que j'ai eu envie tout de suite de partager les infos sur ce premier voyage en Laponie, comment s'organiser sur tout un tas de choses. Et puis, le blog a pris de l'ampleur, donc du coup, c'est devenu aussi une activité professionnelle. J'ai pas mal voyagé aussi grâce à mon blog sur des destinations que je visais pas forcément au départ, mais ça m'a permis de pas mal bouger. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de ton attirance pour la Scandinavie? Est-ce que tu as toujours été attirée par la Scandinavie? Pas forcément Non, pas forcément. C'était pas une région qui me parlait plus que ça. Ce qui s'est passé, en fait, donc Jérôme faisait des compétitions de ski. Donc lui, s'était déjà rendu en Suède et j'ai plus trop souvenir de l'année, mais je l'ai accompagné en fait sur une compétition en Suède et en rentrant sur Stockholm, on a eu l'impression de voir des aurores boréales. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment une découverte. Les aurores boréales, je connaissais, mais je m'étais jamais dit je vais aller les voir. Mais ce soir-là, on s'est dit ah, et on dirait qu'il y a des aurores. Et on a essayé de les voir parce qu'on était en train de descendre vers le sud, donc c'était pas forcément l'idéal pour essayer de voir quelque chose. Mais c'est resté en tête et c'est quelques mois après qu'on s'est dit ah, et si on allait voir les aurores boréales cet hiver. Et vraiment voyager dans cette région, c'est vraiment les aurores qui nous ont amenés là-bas. Et après, on a découvert le reste en fait. Mais voilà, on était très très focus sur les aurores boréales. Et donc, ton premier voyage, ça a été directement en Laponie? Enfin, je veux dire, après avoir accompagné Jérôme en Suède, le premier vrai voyage que vous dites, bon, allez, on part vraiment, on part quelque temps, vraiment, c'était déjà la Laponie? Ouais, c'était la Laponie norvégienne. On est parti en pleine nuit polaire, juste après Noël. Et on est parti au Cap Nord, en fait. Donc c'est le point le plus haut en Europe. On avait ça en tête. Je sais pas pourquoi on avait décidé sur cette destination-là. On s'était dit aussi, ah, on va être super au nord, donc pour les aurores, ça va être bien. Donc on a fait la Norvège. Sur ce voyage-là, ouais, on a fait uniquement la Norvège. Et en fait, on a eu le virus, on va dire. Donc on est reparti 2 mois après, de nouveau sur un autre Ah ouais. voyage. Donc ouais, quand on aime, on y va à fond en fait. Mais est-ce que tu peux peut-être nous remettre un peu dans le contexte de quand vous vous dites il faut qu'on aille vivre en Laponie, comment est-ce que ça vient tout ça En fait, c'était pas du tout prévu. On a fait plusieurs voyages en Laponie, donc il y a eu ce premier voyage. 2 mois après, on est reparti parce que on avait vu des aurores, mais on s'était dit ah, on n'en a pas vu assez. Et c'est surtout qu'on a mis plusieurs jours avant de voir notre première aurore boréale. Donc dans nos têtes, on s'était déjà dit si on revient sans en avoir vu, on va peut-être repartir et pourquoi pas repartir en février. C'est possible, on fera un voyage un peu différent au niveau du budget et puis à un autre endroit. Donc on a fait ces 2 voyages, l'année suivante on en a refait un. Donc en fait, nous dans nos têtes, c'était voilà, chaque année on va se faire un voyage pour revoir des aurores boréales et changer d'endroit pour voilà, voir d'autres choses, mais ça restait voilà, des vacances. Il n'y avait vraiment pas d'objectif de vie là-bas. Ce qui s'est passé, c'est que Jérôme a fait un burn-out, donc on a pas mal cogité. Il s'est fait licencier en plus pendant un arrêt maladie, enfin un truc pas très cool. Et après cette expérience, en fait, il s'est dit mais je vais pas pouvoir rebosser dans un bureau, dans l'informatique. Il se voyait plus faire ça. On plaisantait en disant ça, mais je lui disais souvent ah mais t'as qu'à être guide, tu pourrais chasser les aurores boréales, etc. Et on voyait des offres d'emploi en fait. Donc à chaque fois je lui envoyais, je lui disais ah mais tu serais trop bon là-dedans parce que Jérôme est quand même quelqu'un qui aime bien expliquer les choses, qui va vers les autres. Et d'ailleurs quand on chassait les aurores boréales, il était toujours en train d'aider les gens qu'on pouvait croiser à prendre des photos, etc. Donc moi je le voyais bien dans ce rôle-là. Et puis il a postulé à une offre. Donc voilà, c'était un petit peu lancé en se disant ouais pourquoi pas. Il n'a pas eu de réponse. En même temps, je pense qu'il y a eu énormément de candidatures sur ce type de job. Puis un jour, il est arrivé en me disant, mais en fait, pourquoi on créerait pas nous-mêmes quelque chose et puis on se lance en fait. C'est comme ça que c'est parti. On a réfléchi à ce qu'on voulait faire là-bas. Et puis voilà, on a pris le temps de monter tout ça et de partir en se disant peut-être qu'on va passer un hiver comme ça tous les deux sans clients et que ça va pas marcher, mais tant pis, on verra des aurores et au pire à la fin de l'hiver on rentre. Et puis au final on a eu des clients, ça a fonctionné et puis voilà, donc du coup on est toujours là dans ce rythme là. Mais toi du coup t'avais quitté ton job en France? Ouais, en fait, donc on bossait dans la même boîte. Lui, quand il a été licencié et tout, moi, ça faisait un moment que de toute façon, je me disais, ça va pas le faire, je vais pas pouvoir rester dans l'entreprise.
À côté de ça, j'étais déjà freelance, donc je bossais un petit peu à côté. J'avais mon blog voyage qui prenait de l'ampleur, donc du coup, j'avais vraiment du mal à gérer le tout. Enfin, pour partir sur des missions pour le blog, j'étais obligée de prendre des congés sans solde parce que j'avais même plus de vacances pour partir. Il y a un moment où je me disais, enfin, je vais pas pouvoir garder un CDI. Ouais, puis un truc qui collait plus quoi avec Ouais. ce que tu commençais à faire. Du coup, c'était vraiment le truc pour me dire, ok, c'est bon maintenant, je lâche mon job et on y va parce que j'osais pas en fait. Donc j'ai quitté mon job de cette façon et je me suis mis à 100% en freelance. Ok, et donc là, quand vous annoncez ça à vos proches, c'est quoi leur réaction? Bah, y a pas eu de grosses réactions. Moi, ça faisait un moment que voilà, j'avais la bougeotte et qui partait à droite à gauche, donc je pense que les gens se sont dit ouais, ça ne m'étonne pas d'eux en fait. Donc on a eu plutôt les amis qui sont entrepreneurs qui nous ont bien encouragés. Donc ça c'était cool parce qu'on a eu du coup du soutien de ces personnes-là. Et puis quand on a expliqué aussi ce qu'on allait faire, forcément ça faisait rêver un petit peu tout le monde quoi. Après je sais pas si on croyait en nous, mais en tout cas ça faisait rêver tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept et puis ouais, c'est ça, la première année, combien de temps vous partez? Qu'est-ce que vous imaginez? Explique-nous un peu. En fait, on est vraiment resté focalisé sur les aurores boréales. En fait, on s'est imaginé se dire, en fait, on va accueillir des personnes pour leur montrer les aurores boréales, comme on pourrait accueillir nos familles, nos amis, en fait. Et on avait déjà commencé à faire ça, en fait, quand on partait en Laponie. On disait à nos amis, est-ce que vous voulez venir avec nous? Donc, on les embarquait, en fait. On a voulu vraiment rester sur quelque chose qui nous ressemble, avec le style de voyage que nous, on peut faire tous les deux. Du coup, comme c'est sur les aurores boréales, on s'est dit qu'on allait proposer des séjours uniquement pendant la période d'hiver. Enfin, les aurores boréales, c'est plus que l'hiver. On les voit en fait de fin août à les fin mars. Passé ça, en fait, il y a quand même des aurores, mais en fait, il n'y a plus assez de nuits en Laponie, ce qui fait qu'on peut pas les voir, tout simplement. Donc nous, on fait pas toute cette période-là. On attend que l'hiver arrive, en fait, pour pouvoir à la fois proposer des activités hivernales, la journée, et le soir, il y a les chasses aux aurores boréales. Donc du coup, nos séjours s'étendent de fin novembre à fin mars. Donc c'est 4 mois vraiment non-stop. Donc on propose en fait un séjour d'une semaine pour capitaliser en fait sur les chances de voir les aurores. Parce que faire quelque chose sur 3 jours, ça fait que 3 soirées où on pourrait potentiellement les voir. Mais c'est pas toujours facile de pouvoir les voir en fait. Du coup, une semaine et c'est en petits groupes de 8. Donc ce qui permet voilà d'être pas trop nombreux, de pouvoir tisser des liens. Et du coup, on les prend en charge, voilà, du premier jour jusqu'au dernier jour. Et c'est vraiment un voyage où on les accompagne, on est présent avec eux, on les laisse pas, voilà, en pleine nature. Donc c'est vraiment partager entre guillemets notre Laponie avec eux pour leur faire découvrir, voilà, ce qu'on connaît et leur faire vivre de chouettes choses dans cette région. C'est ça, et du coup, vous avez dû faire des partenariats avec Oui, voilà. d'autres personnes? Ouais, on bosse avec des partenaires sur place, notamment pour les activités, puisque voilà, on va proposer par exemple des excursions en chien de traîneau, on passe avec des partenaires qui sont sur place. Et la chasse aux aurores boréales, c'est vraiment le point qu'on gère nous-mêmes, enfin surtout Jérôme, qui est vraiment calé là-dessus et qui emmène chaque soir les gens voir les aurores. Pas tous les soirs, mais qu'on les voit, mais on tente en tout cas. Ah oui, donc c'est vraiment un guide entre guillemets, ouais, le soir pour partir chercher ces aurores-là, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que toi, t'as observé beaucoup je sais pas comment te dire, depuis là que tu fais ça, ça fait combien de temps maintenant? Depuis l'hiver 2016. Donc ça commence à faire. Est-ce que toi, tu remarques déjà des débordements ou, je sais pas, du tourisme de masse, des choses comme ça qui te dérangent? La Laponie, clairement, c'est une destination populaire, même à la mode, je dirais. Ouais, hein, j'ai l'impression. Ouais, ça se popularise énormément parce que nous, quand on a commencé, il n'y avait pas tant de monde. Moi, je trouvais ça plutôt ok. Et là, j'ai l'impression ces dernières années qu'il y a beaucoup plus de gens, des gens qui voyagent par leurs propres moyens, donc c'est-à-dire qu'ils prennent leur billet d'avion et qui louent une voiture, qui réservent tout par eux-mêmes. Donc, on a plus de gens qui y vont par eux-mêmes.
parce que je pense que l'accès à l'information est aussi plus simple. Nous, quand on avait commencé à faire nos voyages par nous-mêmes, je savais même pas si on pouvait conduire en Laponie, donc il n'y avait pas trop d'infos. Il y a plus d'agences de voyage aussi qui proposent cette destination, donc on voit pas mal de nouvelles offres. Donc clairement, ouais, c'est une destination qui attire, et puis il y a aussi plus de vols. Il y a même des vols directs maintenant. Donc forcément, ça amène plus de monde, quoi. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu des aurores boréales, en fait. Qu'est-ce que tu veux savoir sur les aurores? Un peu comment est-ce que ouais, vous les cherchez, comment ça se passe un peu concrètement quand Jérôme il part avec un petit groupe comme ça dans la nuit, comment ça se passe? En fait, pour les aurores boréales, bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident de les voir parce que on est dépendant en fait de l'activité du soleil. Donc elles ne se produisent pas tous les soirs, et en fonction de la période aussi, il y a des années où c'est plus ou moins fort par rapport au cycle du soleil. Donc là, on revient sur un cycle qui est plutôt bon. C'est vrai que par exemple l'hiver dernier, j'ai trouvé que c'est pas qu'il y en avait plus, mais même à des latitudes plus basses, on arrivait à avoir des aurores. Voilà, c'était une année qui était plutôt bien, et cette année, ça part plutôt bien aussi. J'ai vu passer des photos, voilà, assez sympas, des vidéos, etc. Donc on est dépendant de ça. Si on est vraiment au nord, on va avoir plus de chances de les voir. Donc c'est vrai que c'est un critère qui est important. Et ensuite, après, il y a la météo. Et ça, c'est le point qui est un peu galère, parce que si c'est nuageux, si on voit pas d'étoiles, on verra pas d'aurore. Donc souvent, le nerf de la guerre, c'est ça, c'est d'aller trouver l'éclaircie, trouver un trou dans le ciel pour qu'on puisse les voir. En Laponie, il fait pas super beau tout le temps, c'est souvent couvert, donc il faut aller trouver ces éclaircies. Et en fait, souvent les gens qui partent en Laponie, qui veulent voir des aurores, souvent elles restent au chaud, elles attendent. Il y a des applications qui existent, qui alertent et qui disent voilà, maintenant il y a une aurore, vous pouvez aller les regarder. Mais en fait, si tu restes dans ton hôtel à attendre que ça arrive, bah souvent tu vas les louper en fait. Parce que et d'une, ça se trouve là où tu es, bah le ciel est couvert, tu verras rien. Et ensuite à côté, bah des fois t'es bien au chaud, et le temps que tu t'habilles parce qu'il fait froid, bah le temps que tu sortes, l'aurore elle est plus là. Ça peut être très furtif aussi. Ça peut durer des heures comme ça peut durer 5 minutes et il y a plus rien. Donc nous, notre conseil à chaque fois, c'est vous voulez voir des aurores, sortez. Il faut sortir, quitte à rester dehors et attendre. Il faut aller trouver l'éclaircie, un beau ciel étoilé. Et une fois que le ciel est étoilé, bah, on attend, et on attend que les aurores arrivent. Des fois elles arrivent, des fois elles arrivent pas, mais c'est ce qui les rend aussi exceptionnelles, parce que bah il y a l'attente qui est là, et c'est pas quelque chose qu'on voit comme ça de façon systématique. Bah, c'est vrai, ça rend le truc encore plus mystique, j'ai envie Oui, de dire. c'est exactement le mot. Donc quand Jérôme part en expédition, comment ça se passe? Enfin, c'est-à-dire que quand il part avec les personnes, il peut pas savoir à 100% déjà il va pouvoir leur faire voir des aurores. Ouais, C'est quoi l'état d'esprit? il y a pas de garantie en fait. Donc nous, quand les gens viennent, ou avant de réserver un voyage, on leur dit toujours, c'est pas 100% garanti, même sur une semaine, parce que s'il fait pas beau toute la semaine, bah il y a un moment donné, on peut rouler, on peut faire des kilomètres, mais c'est pas ça qui va faire venir l'aurore, ou enfin en tout cas l'aurore sera peut-être derrière les nuages, mais on la verra peut-être pas. Donc il y a aucune garantie. Maintenant, on fait tout pour faire en sorte que nos groupes puissent en voir une, au moins une. Donc généralement, Jérôme, il y arrive. Il arrive à trouver, donc en une semaine, normalement les gens repartent en ayant vu une belle aurore. Les toutes petites aurores, on les considère pas comme vraiment une aurore, voilà, qui pour nous est une belle aurore, parce que tu peux voir un petit quelque chose, mais enfin voilà, ça peut être un peu déceptif. Donc voilà, il y a ce facteur-là, on sait pas. On sait pas, mais après, bah, Jérôme a l'habitude, il y a l'expérience, il regarde la météo, il connaît son environnement. Il y a pas mal de choses qui font que il va savoir où partir, où attendre. Et puis, bah, la plupart du temps, ça fonctionne. Et des fois, bah, ça fonctionne pas. Et là, enfin, c'est juste la nature qui fait que, bah, on peut pas en voir. Alors, vous partez donc 4-5 mois vivre en Laponie par année, c'est ça? Ouais, en gros, on part un petit peu avant la saison. Donc là, on va bientôt partir. Et ensuite, on termine la saison. Donc la saison, voilà, c'est vraiment intensif, parce que c'est 7 jours sur 7, il n'y a pas de pause. Donc c'est hyper intense.
On termine la saison fin mars et généralement on reste un petit peu plus longtemps, histoire de pouvoir un peu profiter de la fin de l'hiver, parce qu'on peut pas faire grand chose nous de notre côté, en tout cas quand on a nos groupes. Donc du coup on reste un petit peu sur place et puis après on rentre en France ou on voyage et on fait d'autres choses. Ok, donc vous avez un pied-à-terre en Laponie? Ouais, on a un pied-à-terre depuis pas très très longtemps, ce qui nous permet voilà de pouvoir y rester un petit peu avant, un petit peu après. Ça nous a pas mal aidé en période de Covid puisque on était du coup là-bas. Mais voilà, l'idée pour nous c'est pas de d'y rester toute l'année et de rester là-bas. En tout cas pas pour l'instant. On est vraiment sur ce côté, on reste là-bas pendant l'hiver et on fait autre chose le reste de l'année. Et c'est vrai qu'avant de quitter notre job, on plaisantait souvent, on se disait souvent ah, ça serait bien d'avoir 6 mois quelque part et 6 mois ailleurs. Et au final, c'est un petit peu ce qu'on fait, quoi. Et en France, vous avez aussi un logement ou comment vous faites en fait? Parce que c'est une organisation, quoi. Ouais, et ben, en France, on n'a plus rien. Ok. Donc, parce on était en location avant de partir, donc on a rendu notre location, on a mis nos affaires à droite et à gauche. Donc du coup, quand on est en France, on est soit chez ma mère, soit chez les parents de Jérôme. Des fois, on est aussi ailleurs. Et puis, on essaie aussi de voyager, donc on n'est pas forcément en France. Les premières années, on a pas mal voyagé, donc on était vraiment pas beaucoup en France. On avait un petit peu enchaîné les voyages, et puis surtout, ça nous permet de voyager longtemps et pas faire des petits voyages d'une semaine à droite à gauche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien pour pouvoir vraiment être en immersion dans un pays qu'on visite et se poser. Ce qui nous permet aussi de bosser à distance, parce que moi, je suis freelance, donc le boulot, c'est aussi toute l'année. Ça me permet voilà de voyager, mais en même temps de travailler. Et puis Jérôme, lui, s'occupe quand même de la société avec toutes les réservations. Donc ça demande quand même du boulot hors saison, quoi. C'est génial que vous ayez réussi à trouver comme ça un peu votre rythme de vie. C'est vraiment trop trop chouette. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la vie en Laponie? Qu'est-ce que tu voudrais savoir sur la Laponie? Parce que alors, pour moi, maintenant, les choses sont assez normales. Normal, ça y Donc, est. je ne sais plus trop ce qui est normal ou pas normal. Mais la vie en Laponie, les gens en Laponie, comment ils sont, la société en Laponie, comment c'est, tout ça, tout ça. Alors déjà, une chose, c'est que on n'est vraiment pas nombreux en Laponie. En tout cas, nous sur notre territoire. Et globalement, voilà, c'est pas la densité qu'on peut avoir en France. Donc déjà, il y a ce côté-là qui est très marquant parce qu'on va rencontrer moins de monde. Puis en plus, pendant les mois d'hiver, quand on est en pleine nuit polaire, là, clairement, les gens sont plus chez eux et voilà, on va pas faire des activités dehors. C'est les touristes qui sont dehors plutôt pendant la nuit polaire. Donc on se marche pas dessus. Donc il y a ce côté-là qui est plutôt sympa parce que voilà, on n'est pas embêté avec les bouchons. Quand on fait nos courses, il y a pas trop de monde. Ça reste voilà, c'est des petits villages. On peut pas dire qu'il y ait de grosses villes en Laponie. En tout cas côté Finlande, Rovaniemi est la plus grosse ville. Donc là, oui, ça ressemble à une ville française, je dirais, une petite ville française. Après, il n'y a pas de grandes agglomérations. Donc la vie est aussi différente de ce fait parce que il y a beaucoup moins de choses. On va pas avoir par exemple des supermarchés, on a des supermarchés mais ils vont être plus petits. À Rovaniemi, il y a un tas de supermarchés, de magasins, etc. Mais voilà, Rovaniemi pour moi c'est loin de chez moi. Mais c'est aussi normal d'aller à Rovaniemi pour aller faire les grosses courses. Donc faire plusieurs heures de route pour aller acheter des choses, c'est plutôt normal. Alors qu'ici, on se dirait pas, je vais faire 4 heures de route pour aller à un magasin de bricolage. Non. Nous, c'est un peu une Dit comme expédition. ça, non. Voilà. Moi, dans mon village, le supermarché, voilà, il est pas très grand, donc c'est souvent les mêmes produits. Je ne trouve pas de tout. Selon la saison, voilà, on n'a pas les mêmes choses. Donc, je sais que moi, au printemps, il y a certains produits, je sais que je vais les retrouver à ce moment-là, mais je les trouverai pas à d'autres moments. Donc, c'est vrai que, on s'y fait. On s'y fait, franchement, moi ça me manquait pas d'avoir moins de produits, au moins tu vas à l'essentiel. Je trouve que dans la vie de tous les jours, on a tellement de choix que on sait plus quoi choisir, on achète des choses qui sont inutiles. Là voilà, on prend ce qu'il y a. Bon, je t'avoue qu'après quand je rentre en France et que j'arrive dans un supermarché, des fois j'ai envie de passer ma journée au supermarché parce il y a plein de choses et forcément au bout de quelques années, il y a des choses des fois je me dis ah ça me manque, c'est embêtant. Je le ressens plus peut-être depuis que j'ai ma petite, parce qu'il y a des choses dont j'ai besoin et que je vais pas trouver facilement là-bas. Donc c'est vrai que quand je rentre en France, je vais me dire ah je vais acheter ça, ça, ça et ça, parce que là-bas j'ai pas tout ce choix.
Je peux faire des achats en ligne, mais c'est pareil, on n'est pas livré très rapidement. L'hiver, il fait froid, donc il y a des choses qui peuvent geler. Donc il y a des choses, on se dit, bah non, on va pas acheter. Donc c'est pas mal de petites choses comme ça au quotidien. Il y a la gestion du froid aussi. Enfin, on sort pas comme ça en 5 minutes. Faut s'équiper, faut s'habiller. C'est quoi les températures Ça peut être très variable. Et avec le changement climatique, on note d'ailleurs des grosses différences de température, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc l'hiver, on peut avoir jusqu'à moins 40. Généralement, on a 1 ou 2 journées à moins 40 par hiver. Je pense qu'il y avait plus de journées comme à ce genre de température avant. Maintenant, c'est quand même moins. Ce qui est étonnant maintenant, c'est voilà, c'est d'avoir par exemple du moins 20 et puis 2 jours après, on tombe à moins 5. Il y a des vraies grosses différences et les écarts sont énormes. On a du vent parfois, c'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Donc changement climatique, on le ressent vraiment beaucoup là-haut, ce qui est d'ailleurs flippant parce on voit qu'il y a vraiment des choses qui changent et ça a un impact sur la nature, sur les animaux. On peut trop rien faire en fait, quoi. Et les gens sont comment? Le contact est chaleureux? Alors les gens, je dirais que ouais, dans le Nord, on va pas dire que les gens sont chaleureux au premier abord. Quand on les connaît pas, ça va être. Moi, je trouve ça assez difficile. Après, bon, les expériences peuvent être différentes, hein, mais pour nous, en voyage, je sais qu'on avait du mal à rentrer en contact avec les gens. Alors, discuter avec les gens, si on loue un chalet, quelque chose comme ça, bon bah ça passe. Mais discuter comme ça avec des gens un peu partout, je trouve que voilà, c'est pas le pays où c'est le plus ouvert. Moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu méfiant des gens quand on arrive et qu'on pose des questions, mais que par contre, voilà, une fois que les gens nous connaissent, qu'ils ont passé du temps en fait avec nous, je trouve qu'après, enfin voilà, ils sont plutôt cool, on peut compter sur eux. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien en Laponie, c'est qu'il y a quand même une solidarité, en quelque sorte. On laisse pas les gens comme ça, s'ils ont des difficultés. Notamment sur les routes, si tu tombes en panne, par exemple, sur la route, tu vas forcément avoir quelqu'un qui va s'arrêter. Parce qu'il fait froid et que si tu restes 3 heures comme ça au bord de la route, avec le froid, ça peut être assez radical, quoi. Moi, j'aime ce côté où on s'entraide. Nous, on a lié de bonnes amitiés, même de très bonnes amitiés avec des gens. Après, il y a quand même des différences. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. On a de très bons amis et des fois, je me dis, là, je comprends pas trop comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe. On s'interroge en tout cas. Donc, tu vois, enfin, je te donne un exemple, mais ouais, les amis, on habite à côté de chez eux et des fois, il se passe 2, 3 semaines, on se voit pas, quoi. Et on est vraiment, tu vois, à côté. Et pour autant, tu vois, on va pouvoir des fois discuter sur WhatsApp, se donner des news, etc. Je dis 2, 3 semaines, des fois c'est peut-être même 2 mois, quoi. Et c'est très très bizarre en fait, parce que moi je suis assez proche de mes amis, donc je vais aller les voir assez régulièrement, surtout quand il n'y a pas énormément Ils de sont à monde, tu vois, côté. t'as envie de voir du monde, quoi. Bah là, des fois, non. Donc il y a ce côté où en fait, on va se voir, mais faut pas trop non plus rentrer, tu vois, sur leur espace. Donc du coup, ouais, c'est pas évident parce que du coup, enfin, moi je sais que des fois je me pose des questions, je me dis mais il y a un problème, on a fait quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, il y a rien, quoi. Donc c'est un peu déstabilisant et c'est vrai que ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'on avait passé pas mal de temps là-bas comme il y avait eu le Covid, il y a eu un moment où j'avais envie de rentrer et de voir mes amis français, juste pour, tu vois, pas me prendre la tête à me questionner tous les matins, de me dire, mince, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, est-ce qu'il y a embrouille, et que ce soit simple en fait. Je trouve qu'ici, enfin voilà, on va se dire, on va se voir, on va prendre un apéro, et tu vois, ça va être convivial et on va passer du temps ensemble, on rigole et tout. Là-bas, des fois, c'est un petit peu, enfin voilà, faut organiser le truc et ça va pas se faire comme ça très souvent. Donc du coup, on peut se sentir ouais isolé plus facilement. Donc nous, c'est pas quelque chose qui nous dérange parce que enfin, voilà, on n'est pas à sortir, à voir trop de monde non plus. Enfin, c'était pas la vie qu'on avait ici. Mais c'est vrai que pour des gens qui aiment sortir et tout, ça peut être déstabilisant et je suis pas sûre que ce soit adapté d'ailleurs. Une petite chose, il y a quand même pas mal de gens maintenant qui viennent en Laponie. C'est cool de découvrir cette région-là. Et je vois aussi pas mal de gens qui disent ah on a passé un super moment, c'est génial et tout, on a envie de vivre en Laponie. Et j'ai pas mal de gens qui viennent vers moi en me disant on aimerait bien venir vivre en Laponie. Et c'est vrai que ça fait rêver, mais il y a quand même au quotidien c'est quand même pas évident.
Et j'ai l'impression que que beaucoup de gens idéalisent la Laponie, ils se rendent pas forcément compte en fait qu'au quotidien, ça peut être compliqué parce que tu vois, il y a le froid. Voilà, j'ai pas trop parlé de la nuit polaire, mais la nuit polaire c'est quand même un moment qui peut être assez difficile. En gros, on voit pas le soleil pendant plusieurs Ouais, c'est semaines. vrai. Tu vois, à 14 heures en décembre, chez moi il fait nuit. Attendre le lendemain qu'il fasse jour, voilà quoi. Ça peut être grisant, surtout si on voit pas beaucoup de monde. Et à cette période-là, les gens se voient pas trop. Pour nous, c'est une bonne expérience. C'est vrai que pour le coup, nous l'hiver, on le vit plutôt bien, même si les premières années, ça a été un petit peu difficile quand même. Du coup, on prend de la vitamine D au quotidien pour passer ça, parce que sinon ton corps, enfin voilà, il a quand même du mal globalement. Et puis même l'été, enfin tu vois, c'est cool parce que on a du soleil non-stop, enfin on a du soleil non-stop. Il ne fait pas nuit en tout cas. Bon, gros inconvénient, on a les moustiques, mais par millions. Donc ça c'est vraiment une plaie. C'est aussi pour ça que on n'y reste pas l'été parce que enfin c'est vraiment, enfin pour nous c'est horrible en tout cas. C'est trop galère, tu peux pas Je sais pas sortir qui quoi. aime les moustiques, de toute façon, Ouais, en mais vrai. là, enfin, c'est toute la bouche, tu manges des moustiques, donc c'est juste horrible. Et c'est vrai que moi, j'ai ressenti quand même, tu vois, un côté où je vois toujours la même chose. Alors c'est bizarre parce que c'est la nature, c'est super beau, et tous les gens me disent, mais c'est merveilleux. Mais au quotidien, quand tu vois toujours la même chose, tu vas toujours aux mêmes endroits, il y a un moment, c'est un peu, enfin voilà, t'as juste envie de voir autre chose. Et il y a des choses, moi, qui vont me manquer. C'est vrai que quand on est en fin d'hiver et que mes amis m'envoient des photos, souvent, c'est ce que je remarque sur les photos, c'est ah il y a des fleurs, ah il y a de l'herbe, oh vous avez le soleil. Et en fait, tu vois, ça va être des petites choses que tu te dis ça va pas me manquer, mais au final, quand tu vis ailleurs, tu te rends compte qu'il y a des choses qui te manquent. Et du coup, nous, ce rythme-là, justement, voilà, de pas y être tout le temps, c'est pas mal et on aime voir autre chose et retrouver des fois un petit peu plus de vie pour mieux repartir, en gros. Puis c'est l'équilibre que vous avez trouvé et qui vous convient, Ouais, donc ouais, ouais. c'est ça, faut pas aller contre, hein. Ouais, c'est clair. J'aimerais bien que tu nous dises un peu ce que ça t'a apporté, donc, ce changement de vie. Personnellement, qu'est-ce que ça a pu t'apprendre sur toi aussi? Qu'est-ce que ça a nourri chez toi, ce nouveau mode de vie que tu t'es créé? Ce que j'aime, c'est la liberté de ce mode de vie-là. C'est vrai que quand t'as un boulot, t'as un CDI, t'es un peu contraint. Et moi, j'avais ce truc-là où je me disais, ah, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'avais envie d'être libre en fait. Ce mode de vie nous permet d'être libre, donc ça, c'est vraiment cool. Après, il y a des inconvénients, hein, forcément. Hein. Il y a des moments où je vais me plaindre hein, et je vais me dire, bah ouais, c'est super d'avoir sa boîte, faut la gérer, etc. Mais on coupe jamais, par exemple. Donc il y a plus de stress, hein. Mais bon, je reviendrai pas en arrière. Après, vivre à l'étranger, ça c'est une bonne expérience aussi parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Donc c'est plutôt cool d'avoir passé ce cap. Quand j'étais étudiante, j'ai été super nulle en anglais. Enfin, c'était vraiment un gros point noir. Je complexais à mort. Alors je dis pas que je parle super bien anglais encore. J'ai l'impression de stagner. Mais je suis assez fière de me dire, voilà, je peux vivre à l'étranger, je peux me faire comprendre. Avec mes amis, on parle en anglais et j'ai pas de souci particulier à être dans un autre pays et de devoir communiquer en anglais. Donc ça, c'est une petite fierté parce que c'était vraiment un gros complexe. Et puis il y a le côté nature de la Laponie. Moi, je pense qu'il m'a pas mal changé. Je disais, je suis toujours en avance de phase. En gros, je suis à un endroit et je rêve d'un autre endroit. Ah, je vais voyager ici, là, là, là. Et en fait, j'avais du mal à profiter de l'instant présent. Ça, c'était quelque chose que je savais pas trop faire. J'étais toujours en train de rêver à autre chose. Et quand j'ai passé mon premier été en Laponie, ça a changé quelque chose. Et en gros, ouais, je devais partir d'ailleurs, je devais quitter la Laponie pour voyager et je n'avais pas envie de partir parce que ce que je vivais, je trouvais ça juste génial parce que il y en avait de la lumière non-stop, pouvoir aller se balader en forêt, plein de choses et en fait ça m'a permis de me rendre compte en fait que chaque saison il y avait des choses à faire en fait. Et en Laponie, il y a ce côté que moi je retrouve moins en France, mais si tu veux, tu vois, quand on arrive en été en Laponie, la plupart des gens vont faire leurs petits travaux, repeindre la maison, les volets, ce genre de choses, parce que tu vas pas pouvoir le faire à un autre moment de l'année, parce que il y a un moment où il va geler et c'est juste plus possible quoi. Donc en fait, chaque mois est dédié à quelque chose, et je trouve que tu peux pas constamment en fait reporter les choses et il faut que tu les fasses en fait. Pareil quand tu dois, enfin, je dis devoir,
mais c'est pas une obligation, mais on va aller cueillir par exemple les myrtilles. Bon bah tu vois, c'est à une période de l'année et rien que d'aller ramasser des myrtilles, bah c'est pas quelque chose que en France je me disais pas tiens je vais aller ramasser des choses, des champignons. J'étais moins proche de la nature en fait, et la Laponie m'a permis de me rapprocher et de comprendre les cycles et de vivre avec ces cycles-là. Et je trouve que ça remet pas mal les choses en place en fait par rapport voilà à la vie que tu peux avoir en ville où tu cours à droite à gauche et si tu veux des myrtilles, bah tu vas au magasin. Là-bas, tu vas pas au magasin, tu vas les chercher quoi. Et tu les stockes et tu les ressors l'hiver quoi. Mais écoute, tu vois, on arrive déjà à la fin de notre discussion. Ça m'a fait super plaisir d'en découvrir plus sur ton mode de vie, sur la Laponie, sur les aurores boréales. Ça m'a toujours, je pense que ça fait rêver beaucoup de monde en vrai. Ouais, Je mais pense, clairement, hein, ça fait rêver beaucoup de monde. Ouais. Même les gens qui n'aiment pas le froid, ça les fait rêver. Et puis surtout, cette période de l'hiver là, avec la magie de Noël et tout ça, ça doit vraiment avoir une saveur quand même particulière, je pense, Ouais, d'aller là-bas, là-haut, tout là-haut. ouais. Et bah écoute, j'aimerais beaucoup te proposer de conclure cet épisode pour encourager des personnes à oser partir quand ça va plus, parce que c'était aussi un peu ça le début de votre histoire avec la Laponie. Donc je pense que ça peut être une belle petite conclusion que tu pourrais faire. Ouais, mais tout à fait, je pense que si on a des envies, des idées, il faut foncer en fait. Je dis pas qu'il faut tout quitter et se dire j'ai mon CD et allez j'y vais et on verra bien. Mais rester dans une situation où on se sent pas bien, enfin il y a un moment donné ça éclate, je pense, on n'est pas heureux. Et moi je me dis toujours en fait on n'a trop rien à perdre. Il faut réfléchir, faut pas tout jeter comme ça, mais si on pose bien les choses, qu'on est conscient de là où on va, bah faut y aller en fait. Nous, c'est vrai que on s'est dit si ça marche pas, on rentre et il faut pas avoir peur de l'échec et se dire bah on n'a pas réussi donc c'est négatif parce que on apprend forcément de même des échecs et pouvoir réaliser ses envies, c'est une super satisfaction et puis si ça marche pas du premier coup et ben ça sera peut-être la deuxième tentative ou peut-être qu'il y aura un autre plan et on se retrouve à la fin là où on a envie d'être et c'est ça qui est assez chouette quoi. Merci beaucoup pour ce petit mot de la fin, pour cet Ben, merci à toi. échange. Ça me fait super plaisir de faire ta connaissance. Enfin, Oui, on aura réussi. ben à bientôt. Et bah à bientôt. Bye. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.